Salam à tout le monde. Je suis comme d'habitude très content de vous retrouver pour encore un nouvel épisode de C'est l'heure du thé. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui nous suivent depuis le début et aussi remercier le groupe producteur de l'émission Focus 227. Cette fois, nous n'allons pas accueillir un footballeur, mais nous sommes toujours dans le monde du football. Cette fois, nous avons sur le plateau un invité, un arbitre, un ex-arbitre international. Il est là, il est avec nous, il s'appelle Momon et je vais le laisser se présenter pour vous. Merci Monsieur Tcherno. Permettez-moi d'abord de vous remercier personnellement. Le plaisir est vous partagé. Et l'équipe technique qui vous accompagne de parler de moi et de mon parcours dans l'arbitrage nigérien et international. Tout le plaisir est pour moi. D'abord, on voudrait savoir, pour débuter, quel est votre parcours scolaire? Un cursus un peu comme on dit, comme d'habitude, le scolaire, le préscolaire. Mais après le bac, moi j'étais à l'ENA, donc l'École nationale d'administration, où j'obtiens le diplôme de la section judiciaire. Aujourd'hui, donc, je suis juriste de formation. Donc, actuellement, je suis le chef service contentieux juridique de la SONICI, qui est la Société nigérienne d'urbanisme et d'immobilier. Ok. Donc, vous avez fait vos études et en parallèle aussi, vous avez embrassé une carrière d'arbitre. Qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre cette carrière en tant qu'arbitre? Parce que généralement, on voit tout le monde qui rêve de devenir footballeur. Effectivement, tout est parti de la passion. Ok. Quand je dis de la passion, mais de la passion du football. J'étais dans le monde du football où un aîné à Dosso m'a invité pour dire qu'il y a une formation à Dosso si je suis intéressé. Et chose faite, donc il m'a inscrit et j'ai suivi la formation en 2004 où j'obtiens, comme on dit, le diplôme de l'élève arbitre. Voilà, tout est parti de ça, mon départ dans l'arbitrage. Ok, tout a commencé à Dosso alors? Effectivement, tout a commencé à Dosso en 2004, comme je l'avais souligné tout à l'heure. Comme je vous ai dit, j'étais fan du football. Il y avait une formation des arbitres qu'on avait initiée au niveau de Dosso. Et j'ai commencé la formation au niveau de Dosso comme arbitre élève. Maintenant, après la formation, j'ai fait quelques 2 années. C'est en 2008 que j'avais quitté à Dosso pour venir à Niamey. Okay. Après avoir obtenu, comme on dit, le concours d'entrée à l'École nationale d'administration en 2008. Donc en 2008, je me suis un peu, avec les études, j'avais eu un contretemps qui ne m'a pas trop permis d'être trop en activité cette année-là. Il a fallu en deuxième année, donc en 2009, que je me suis encore rapproché des membres de la commission centrale des arbitres pour leur dire qu'actuellement je suis à Niamey et j'ai commencé encore à m'intégrer, à être désigné, comme on dit, dans les championnats nationaux en 2009. Ok, d'accord. Et je voudrais déjà savoir quels ont été les plus grands défis auxquels tu as été confronté pendant jusque-là ta jeune carrière d'arbitre, jusqu'en 2009. Et les défis ont un peu été, comme on dit, majeurs. Les défis majeurs, c'était quoi? En 2009, comme tu l'as dit, j'avais un peu pris goût que l'activité de l'arbitrage, que je peux faire une carrière. Parce que, au passage, c'est ce que je dirais, je veux remercier personnellement. Ici, je ne veux pas nommer des gens qui étaient dans l'ombre, qui m'ont accompagné à travers des conseils, qui disaient que vraiment j'ai des talents et j'ai des compétences et je peux aller loin. Une fois de plus, vraiment, je profite de votre micro. Vraiment, ils sont nombreux, on ne peut pas les citer. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les aînés dans l'arbitrage. Vraiment, merci beaucoup à eux. Et toujours en ce moment,
tu étais un jeune arbitre, tu arbitrais le championnat national et tout, mais après tu deviens arbitre international. Et à quel moment tu t'es dit, ah mais en fait il y a moyen que je sois arbitre international? Tu sais, ce que je peux un peu souligner, c'est-à-dire tout part, c'est-à-dire on a une structure qui gère, comme on dit, les arbitres, qui est la commission centrale des arbitres. C'est elle qui évalue les arbitres durant un championnat. Donc c'est eux qui font la proposition, parce que ce qu'il faut retenir encore, le badge de l'international, c'est un truc qui est annuel, du 1er janvier au 31 décembre, renouvelable. Donc c'était en 2011 et que la commission avait jugé proposer mon nom pour devenir arbitre international mais assistant. Okay. Et c'est en 2011 que je suis devenu arbitre international FIFA. Ok, d'accord, en 2011. Ouais. Et depuis, tu as participé à plusieurs grandes compétitions comme la CAN et des Coupes du Monde. Et je voudrais savoir quelle a été l'expérience la plus mémorable parmi toutes ces compétitions internationales. Oh là, et comme on dit, c'est toujours le premier pas. Donc ma toute première compétition, c'est elle qui était de la CAN U17 au Maroc 2013. Okay. Et c'était toute ma première compétition. Et toujours en tant qu'assistant? Oui, en tant qu'assistant. Ce qu'il faut retenir, peut-être on n'est pas en cours d'arbitrage, c'est-à-dire que le badge d'arbitre, c'est-à-dire c'est une spécialité. Soit tu es dans la spécialité arbitre. Quand on dit arbitre tout court FIFA, c'est-à-dire ce sont les centraux. Maintenant, quand on dit arbitre assistant, c'est qui aujourd'hui, parce qu'avec l'évolution, dans le temps, les gens ont l'appellation de l'arbitre de touche. Okay. Mais avec l'évolution, donc changement de nom au niveau de l'IFAP, donc on était devenus des arbitres assistants. Okay. Donc c'est une spécialité, mais la loi avait prévu plusieurs cas, c'est-à-dire en cas de désistement, que voilà qui doit remplacer un temps. C'est pour cela que je dis on est là pour parler de moi, donc on ne va pas un cours d'arbitrage. Ok, donc l'expérience la plus mémorable, c'est quand même la CAN, la première. C'est ma première participation, comme on dit, à une compétition internationale. Okay. Vraiment, je garde de grands souvenirs avec des gens qui m'ont fait confiance et avec les premiers amis, comme on dit, dans le monde de l'arbitrage sur le plan international que j'avais côtoyé. Ok. Avant le match, il y avait du stress, j'imagine. Oh, le stress, oui. Parce que ce qu'il faut retenir, quand tu es convoqué, comme on dit, c'est une convocation à une compétition internationale, c'est ce que le technicien ou bien les doyens disent, le passeport. Le passeport, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le test physique. Ça veut dire que quand tu es convoqué à une compétition internationale, la première des choses, c'est de valider ton test physique. Okay. Et imagine quand tu es là dans une compétition où il y a plusieurs nations, plusieurs nationalités, où on va vous faire... C'est vrai que ce n'est pas une compétition, comme on dit, entre griffes, mais l'essentiel, c'était de valider le test. Quand tu valides le test, c'est en ce moment même que tu vas rester dans la compétition. Okay, d'accord. Et vraiment, la veille, c'était tout un stress, à passer une nuit blanche, comme on dit, parce que c'est un test qui débute la majorité de la matinée. À 7h du matin, peut-être on va vous convoquer à 6h pour faire le test. Vraiment, c'était une longue nuit, comme on dit. Vraiment beaucoup de stress. Ah oui. Mais par la grâce d'Allah, on a pu valider notre test. Et on est resté pendant la compétition. Et tout s'est bien déroulé. Ça s'est bien déroulé. Ok. Et après, ça c'était déjà en 2013. Après, en 2015, tu reçois ta première convocation pour la finale de la Ligue des champions africaine, c'est ça, non? Effectivement. J'étais d'abord à la demi-finale qui a opposé Zamalek et Étoile du Sahel du Tunis. Une demi-finale retour où l'aller avait fait 4-0 et vraiment un match sous haute tension. Et avec encore les Maghrébiens et surtout au Caire
vraiment après une très belle prestation de notre trio. Et après C'est ça... un trio nigérien? Non, j'étais avec Papa Gassama, un Gambien, et Jean-Claude, qui est burundais, qui était le premier assistant. Moi, j'étais deuxième assistant. Donc, c'est à l'issue du match, vraiment, la commission avait jugé, était très content de notre prestation. Au retour, parce qu'une semaine après, on avait un stage Elite A au Caire encore. Et on était à Caire, c'est de là-bas au Caire. Donc, nous, après le stage, on avait continué. La désignation était tombée, on avait continué du stage à Lumumbashi. Parce que dans le temps, cette finale s'est jouée en aller-retour. Et nous, on avait joué le match retour qui a opposé Tout-Puissant Mazembe à Usma d'Alger. Ok. Vous avez eu la phase aller de... Non, nous, on a joué la phase retour. Il y avait une équipe d'arbitres qui avait joué le match aller. Nous, on avait joué le match retour. De la même année, en 2015? Oui, 2015. Donc, vous avez... Ah oui. La demi-finale, c'était Zamalek et Étoile du... Cette demi-finale, c'était la Coupe de Confédération, comme on dit. Mais nous, on avait joué la finale de la Champions League. Mais je t'ai dit, comme on juge des arbitres à travers leur performance, et la performance ne joue pas sur un match, comme je l'ai dit, je rectifie. Vraiment, tout au long de l'année, vraiment, on avait fait des belles prestations et des beaux matchs. Donc, c'est ça qui nous a donné cette chance d'obtenir la finale de 2015 et en unanimité de la commission, effectivement, et en unanimité de la commission des arbitres de la CAF. Ok. Et as-tu une anecdote d'un match qui t'a particulièrement marqué au cours de ta carrière, que ce soit une histoire, un match qui s'est peut-être mal passé, une histoire drôle, ou bien qui s'est bien passé, une anecdote? Il y en a plusieurs, mais je veux vous raconter une. Et, la même année 2015, j'ai reçu une désignation de la Coupe du Monde U20 qui devrait se jouer en Nouvelle-Zélande avec un trio encore hétérogène, avec un arbitre gabonais et un arbitre assistant camerounais. Mais avant de participer à la compétition, donc la commission a jugé de nous donner un match. Et c'était un match de barrage qui avait opposé Raja de Casablanca et Étoile du Sahel du Tunis. Donc ce match de barrage est qualificatif, comme on dit, à la phase de poule. Donc on a été désigné sur le match là. Et pourquoi j'ai dit que je retiens ça, et c'est des choses que je partage chaque fois avec les jeunes arbitres par rapport à l'organisation des matchs. L'organisation des matchs doit être sur plusieurs angles. Ça doit être administratif. Quand je dis administratif, il faut savoir avoir les billets, avoir ton carnet de vaccination, le passeport. Est-ce que le pays où tu vas, est-ce qu'il y a une visa entre vous? Tout ça là, c'est ce que je parle, une organisation administrative. Et l'organisation en tant que telle, matériel, qui englobe quoi? C'est-à-dire, c'est ça, les matériels de l'arbitrage. Parce que c'est comme si c'est les maillots, les cartons, les sifflets. Et pourquoi j'ai introduit pour cela? J'ai voyagé à ce match-là en oubliant mes fanions à Niamey. C'est quoi fanion? Fanion, c'est ça, le drapeau que nous soulevons. Ok, pour le hors-jeu. Pour le hors-jeu. Moi, j'ai oublié le mien à Niamey. J'arrive au Maroc. Bon, tu connais le Maroc. Et tout ça là, je ne me suis pas rendu compte. Il a fallu à 2 heures du match que je n'ai pas de fanion. Maintenant, je contacte mon ami camerounais arbitre assistant. Et ce qui est drôle dans ça, sur une paire de fanions, il a amené qu'un seul. Ah oui. Il n'y a pas le deuxième. Imagine la situation. Maintenant,
il faut, tu sais, comme on dit, les matchs, c'est vraiment toute une organisation. Maintenant, on avait informé les gens de Raja. Parce que tu sais qu'au Raja, c'est pas comme Niamey, c'est des grands pays. À quel moment, à 2 heures du match, tu vas informer un arbitre pour qu'il t'apporte. Maintenant, nous avons informé les gens de Raja, ils disent qu'ils vont nous amener. Chemin faisant, on a quitté l'hôtel pour le stade. Et chaque fois, la convocation d'un stade, et c'est 2 heures avant le coup d'envoi. Okay. On est arrivé 2 heures avant le coup d'envoi du match, un match à 16 heures. On s'est préparé, on est parti sur le terrain pour l'échauffement. Jusque-là, le Fanion n'est pas arrivé. J'imagine dans ma tête comment on va se jouer ce match sans Fanion. Et que ça serait un match télévisé et que je sais qu'une sanction va tomber. Parce que si mes patrons le voient, on va considérer ça comme une négligence. L'échauffement dure 15 voire 25 minutes. À peine 10 minutes, encore on a arrêté l'échauffement. Parce que j'étais pas trop concentré, j'étais trop focalisé sur les fanions. On revient dans les vestiaires, on est à 10 voire 15 minutes, toutes les équipes étaient prêtes. On est à 15 voire 10 minutes du coup d'envoi, les fanions ne sont pas arrivés. On était un peu juste sortis des vestiaires. En ce moment, les gens de Raja nous ont emmené une paire de fanions. Ah, mais heureusement. Non, c'était ouf, mais c'était vraiment stressant. Très stressant. Je continue. Comme j'ai dit, on joue le match. Maintenant, les fanions, comme c'est une paire, à la fin du match, les gens de Raja ont dit de garder les fanions. Et mon ami du Cameroun prend un fanion. Moi aussi, j'ai gardé un fanion. Chacun pour rentrer. Vraiment, c'est pour dire que c'était une histoire très drôle que j'ai vécue et qui a fait que c'était devenu comme une leçon ou bien un renseignement pour moi de que des jeunes arbitres arrivent à avoir une désignation internationale. S'ils viennent demander conseil vers moi par rapport à une préparation de match, j'oublie pas chaque fois de les rappeler, c'est-à-dire avant de voyager, il faut préparer à 72 heures votre valise, ou bien au moins une semaine, parce que c'est des désignations qu'on reçoit parfois à une semaine ou bien à un mois même du match. Donc c'est pour cela que je tenais à vraiment chaque fois de raconter cette histoire-là. Et tu me parlais de cadeaux tout de suite que le Raja les dirigeants de Raja t'ont fait avec le Fanion. Je suis curieux de savoir s'il n'y a jamais un club qui a essayé de te faire un cadeau pour influencer les décisions pendant un match. À ça, je dirais pas, la tentation ne manque pas. Parce que quand je dis la tentation ne manque pas dans ce domaine, c'est-à-dire regarde, comme on dit, tu es juge. Et quand tu es juge, il faut rendre une décision. Dans l'arbitrage, la décision, c'est une décision qui doit être spontanée. Tu vas venir dans un match où il y a tellement d'enjeux. C'est pour cela que j'ai dit les tentations ne manquent pas. Mais c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux. Tu veux faire une carrière ou bien tu veux juste gagner un pain dans... Est-ce qu'on t'a déjà proposé quelque chose? Oui, on m'a une fois proposé. Mais comme je t'ai dit, au tout début, vraiment quand j'étais venu dans l'arbitrage, mon objectif c'était de faire une carrière et d'aller très loin. On peut avoir une idée de l'équipe? Une idée de l'équipe? Non, vraiment. Un indice, Maghreb, Afrique de l'Ouest? Bon, c'est surtout eux. Maghreb et même ceux de l'Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui... C'est un peu partout alors? Ouais, c'est un phénomène c'est un phénomène que même la FIFA est en train de combattre, mais... Ça existe au Niger? Ça existe au Niger, ça existe beaucoup. C'est très fréquent? C'est très fréquent. Parce que, tu sais, c'est ça un peu ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu es dirigeant,
Chaque fois, ton objectif, c'était de gagner. Ok. Et maintenant, quand tu gagnes, les gens ont compris que non, il faut aller même vers les officiels du match. Peut-être parce que une fois j'ai tenté avec une personne, j'ai gagné. Les gens vont penser que donc c'est toute la chaîne qui est contaminée. Mais très malheureusement, vous allez retrouver beaucoup de gens qui sont très dignes et qui protègent, comme on dit, leur carrière par rapport à ça. Mais que tu prends de la catégorie inférieure jusqu'à la catégorie supérieure, c'est un phénomène qui existe où aujourd'hui, quand tu prends même pour les arbitres internationaux, la FIFA, chaque année, lorsqu'elle envoie les patchs, elle envoie un formulaire que l'arbitre international doit remplir par rapport à l'intégrité, où tu es prêt à dénoncer toutes ces tentations que tu as dit dans le formulaire. Ok. Ouais. C'est quand même dommage qu'en 2024, il y ait des trucs qui existent, des trucs pareils qui existent. Donc pour rebondir, l'arbitrage, c'est un rôle sous haute pression. Ouais. Comment tu gères le stress pendant un match ou avant le match? Avant le match, d'abord quand tu reçois une désignation, la gestion du stress, ça se passe comment? Ça se passe du point de vue préparation. La préparation physique et la préparation mentale. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, avec la technologie, aujourd'hui, les arbitres ont un avantage. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux recevoir une désignation à une semaine, à un mois du match ou bien de la compétition. Mais la compétition, les désignations se font sur place. Maintenant, je prends le cas d'un match. Avec la technologie, comme je l'ai dit, tu peux avoir des images de la vidéo des clubs ou bien de l'équipe. Donc ça te permet de lire le jeu, comment techniquement et tactiquement ce club joue. Et ça, c'est un avantage pour l'arbitre de mieux comprendre l'équipe. Et quand tu es prêt, comme on dit, techniquement, et quand tu es prêt physiquement, je pense qu'à 80%, tu as gagné sur la pression et le stress qui va sur le match. En dehors de cette préparation physique et technique, il y a les prières. Comme j'ai dit, on est dans un pays musulman. Même je sais que même si on n'est pas musulman, c'est vraiment la prière. On dit qu'elle est une source vraiment de... Je mets en amont la prière des parents, des amis et moi-même pour que vraiment la réussite de ce match soit une très belle réussite. Okay. Maintenant, ça c'est un peu avant le match. Maintenant, après le match ou bien le jour du match, vraiment le stress, je le gère parfois par le repos. Moi, je mets tout le repos. Si j'ai mis le repos, pourquoi je dis le repos? Il y a des gens que tu vas voir que c'est se distraire pour faire remonter le stress. Mais moi, le jour du match, tu vas voir que si j'ai un match qui se joue de l'après-midi, je mange que peut-être à 11h. Après le manger de 11h, je peux passer toute ma journée à me reposer et à me concentrer sur le match. C'est comme ça que je relève un peu mon stress par rapport à la préparation des matchs. Et pendant les matchs, parce que quand même les supporters ici au Niger, ils sont très, très exigeants et des fois ils font des actes peu recommandables. Et aussi au Maghreb, tu as eu à arbitrer plusieurs matchs à l'international, surtout au Maghreb. On connaît le caractère des Arabes. Comment pendant les matchs, quand il y a des insultes ou même quand il n'y a pas des insultes avec le chant des supporters là-bas au Maghreb, comment ou bien en fait tu es tellement concentré que tu vois pas tout ça, tu les entends pas. On est trop concentré par rapport à notre match, surtout que je t'ai dit, moi je suis un arbitre assistant.
C'est déjà la fin de ce chapitre, mais ne vous inquiétez pas, le prochain sortira bientôt. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès la sortie du prochain chapitre. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de liker et surtout, je vous demande de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vos impressions sont précieuses et m'aideront à m'améliorer. Toutes les critiques sont les bienvenues. D'ici là, prenez soin de vous la famille. À bientôt. Kala tonton. C'est Anjima.